1985. Votre grand-père sort une vieille bouteille du placard. « Ça, dit-il, c'est ce qu'on buvait avant. Vous goûtez, amer, fort, rien à voir avec ce qu'on boit maintenant. Vous savez quoi? Ces bouteilles que nos parents adoraient ont disparu. On a tout remplacé par des trucs sans goût. Vous allez découvrir ce que c'était vraiment, boire français dans les années 80. L'Isara, la boisson des montagnes. Vous vous souvenez des vacances d'au ski? Après une journée sur les pistes, les pieds gelés, les jambes qui tremblent, on rentrait au chalet et quelqu'un sortait une bouteille d'Isara. Isara, ça veut dire étoile en basque. Et franchement, une gorgée et vous compreniez pourquoi. C'était pas de la liqueur ordinaire, c'était fait avec des herbes de montagne, des trucs qui poussent là-haut où l'air est rare. Il y avait deux versions, la verte, costaud, pleine d'herbes qui vous réveillaient d'un coup, la jaune, plus douce mais quand même avec du caractère. Pas comme les liqueurs d'aujourd'hui qui goûtent le bonbon. Vous restiez là, au chaud, la neige qui fondait sur vos chaussures. Quelqu'un vous passait un petit verre, une gorgée, et ça vous réchauffait de l'intérieur. C'était ça, l'Isara. Ça vous remettait d'aplomb après une journée difficile. Mais voilà le problème. Les stations de ski sont devenues internationales. Les barmen ont commencé à servir des trucs plus faciles. Pourquoi expliquer l'Isara quand on peut juste donner du schnapps? Aujourd'hui, si vous connaissez les bonnes adresses dans le Pays basque, vous pouvez encore en trouver. Mais c'est devenu rare. Comme beaucoup de bonnes choses, ça a disparu sans qu'on s'en rende compte. Le marc de Bourgogne, l'alcool de grand-mère, ah, le marc. Ça, c'était pas pour les faibles. Après le repas du dimanche chez grand-mère, elle sortait sa bouteille. Une bouteille qui avait l'air d'avoir traversé la guerre, et c'était sûrement le cas. Vous savez comment on fait le marc? Avec ce qui reste après faire le vin, les peaux de raisin, les pépins, tout ce qu'on jette normalement. Mais nos grands-parents jetaient rien. Ils prenaient ça et ils en faisaient de l'alcool. La première gorgée, ça piquait les yeux. Mais on disait rien. C'était une question d'honneur. Si vous pouviez boire le marc de grand-mère sans grimacer, vous étiez accepté dans la famille. On le buvait pas vite. On le sirotait, on réfléchissait. C'était chaud. Ça avait le goût de la terre, du raisin, de la Bourgogne. Température ambiante dans des petits verres. C'était un moment de respect. Mais les jeunes ont voulu des trucs plus faciles. Le marc, c'était trop fort, trop compliqué, alors il a fini dans les placards, oublié. Le truc marrant, maintenant, les distilleries artisanales essaient de refaire ce que le marc faisait depuis toujours. On a jeté l'original pour courir après des copies. Le kirsch d'Alsace. L'eau qui n'en était pas. Votre père a sûrement encore une bouteille quelque part. Le kirsch d'Alsace, ça ressemblait à de l'eau, mais ça avait le goût concentré de la cerise parfaite. C'était pas de l'eau de vie ordinaire, c'était l'Alsace en bouteille. Là où les Allemands rencontrent avec les Français, ça donne des trucs précis, bien faits. Après un gros repas, quand vous aviez trop mangé, quelqu'un sortait ce liquide transparent. « Attention », il disait en souriant, « c'est pas ce que ça a l'air. » Une gorgée, et vous étiez dans un verger alsacien. Les cerises, c'était pas n'importe lesquelles. Des variétés spéciales qui poussent là-bas, où le climat concentre tout le goût dans ces petits fruits. Le processus? Délicat. Les maîtres distillateurs goûtaient goutte par goutte. Ils séparaient le bon du très bon avec une précision de chirurgien. Résultat, quelque chose de transparent comme de l'eau de source, mais qui vous nettoyait le palais d'un coup. Dans les années 80, c'était le digestif des vrais amateurs. L'arme secrète qui transformait un bon repas en souvenir. Mais le kirsch était trop subtil. Les gens voyant pas la complexité, alors ils pensaient qu'il n'y en avait pas. Aujourd'hui, c'est devenu un secret de connaisseur. Le B et B. Quand les moines rencontrent le cognac. Voilà une histoire qui montre qu'on peut toujours améliorer la perfection. La bénédictine, c'était déjà génial. 27 herbes et épices, recette secrète des moines. Mais dans les années 30, quelqu'un a eu une idée. Et si on mélangeait ça avec du cognac?
Le B&B, bénédictine et brandy. Pas juste mélanger deux trucs ensemble. C'était de la précision, du savoir-faire au top niveau. La bouteille, une œuvre d'art. Cette forme spéciale qui annonçait la couleur avant même de lire l'étiquette. Quand on l'ouvrait, ça sentait des siècles de tradition française. Le rituel était important. On réchauffait le verre dans les mains, juste un peu. On faisait tourner doucement. On respirait ces parfums qui vous emmenaient dans des monastères anciens. La première gorgée, d'abord la chaleur du cognac, douce et vieillie, puis les herbes qui se déployaient, couche après couche de saveurs qui duraient longtemps. C'était pas quelque chose qu'on buvait vite. C'était une expérience. Dans les années 80, le B&B, c'était la classe absolue. On sortait ça pour les invités qu'on respectait vraiment, pour les conversations sérieuses, mais c'est devenu trop compliqué pour un monde qui voulait tout simple et rapide. La boisson, qui représentait des siècles de savoir-faire français, trop difficile à expliquer. Le bonal, le remède de grand-mère. Le bonal, votre grand-mère en gardait toujours une bouteille dans la cuisine, comme d'autres gardent de l'aspirine, parce que c'était exactement ça, un remède qui avait bon goût. Créé en 1865 dans les Alpes, fait avec de la gentiane, une plante si amère qu'elle vous fait grimacer rien qu'en y pensant, et de l'écorce de quinquina, celle qui contient la quinine. Mais le bonal, c'était pas juste jeter des herbes amères dans du vin. Le résultat ressemblait à de l'ambre liquide et goûtait les Alpes elles-mêmes. Grand-mère le servait dans des petits verres, toujours frais, souvent avec un zeste d'orange. Doucement, elle disait, « C'est pas de la limonade. » Le premier goût, un choc, amer, complexe. Mais après, quelque chose se passait. Votre palais s'habituait, vous vous sentiez mieux. C'était le pont entre médicaments et plaisir. Dans les années 80, les Français sérieux prenaient du bonal quand ils voulaient quelque chose qui les défiait et les récompensait. Toujours frais, toujours dans des petits verres, jamais pressés, on sirotait, on réfléchissait. Mais les gens ont voulu des trucs plus sucrés, plus simples. Le bonal est devenu trop difficile à apprécier. Aujourd'hui, les barmen l'ont redécouvert pour les cocktails. Mais boire ça pur, comme grand-mère le faisait, c'est presque disparu. Le ratafia, 2 boissons, un nom. Voilà où ça devient compliqué. Le ratafia, c'était pas une boisson. C'était 2 boissons complètement différentes avec le même nom. Premier type, liqueur de fruits. Vous preniez les meilleures cerises, pêches, abricots que vous trouviez. Vous les noyiez dans l'alcool pendant des mois. Chaque famille avait sa recette secrète. Deuxième type, vin muté. Vous arrêtiez la fermentation du raisin en ajoutant de l'alcool. Ça gardait tout le sucre naturel. 2 régions se battaient pour le ratafia, la Bourgogne et la Champagne. En Bourgogne, ils utilisaient pinot noir et chardonnay. En Champagne, les mêmes raisins que pour les bulles, mais différents. Le timing était crucial. Pour le vin muté, fallait arrêter la fermentation au bon moment. Trop tôt, pas assez complexe. Trop tard, plus de douceur. Dans les années 80, les 2 types marquaient les moments importants. Vendanges, réunions de famille, fêtes religieuses, ça connectait les gens à leurs racines. Mais c'était trop compliqué à expliquer. Une boisson qui signifiait des choses différentes selon les régions, impossible à vendre au grand public. Aujourd'hui, ça survit dans les régions traditionnelles, fait par des gens qui refusent de simplifier des siècles de tradition. Le guignolé, l'art de la cerise. Le guignolé transformait des cerises ordinaires en poésie liquide. C'était pas juste de la liqueur de cerise, c'était l'élégance française en bouteille. Guigne, ces petites cerises acidulées qui poussaient en Anjou. Mais les fabricants utilisaient tout, griotte, marasquin, tout ce que les arbres donnaient. Le processus, de l'art pur. Les cerises macéraient des saisons entières dans l'alcool pur. Puis, le moment délicat, ajouter juste assez de sucre pour calmer l'acidité
sans tuer le goût de la cerise. Combier a ouvert la première distillerie à Saumur en 1834. Cointreau a suivi en 1849. C'était pas juste des entreprises, c'était des temples du raffinement. Le service était sacré. Jamais de glace, ça détruisait le goût. Toujours température ambiante. Les connaisseurs le mélangeaient avec du champagne, le summum de l'élégance. Dans les années 80, le guignolé, c'était ce qu'on servait aux invités importants. Pas de la consommation décontractée, une déclaration sur votre goût, votre respect de la tradition. Mais la société française est devenue plus décontractée, les rituels formels semblaient démodés. Pourquoi expliquer comment servir la liqueur de cerise quand on peut ouvrir une bouteille de vin? Aujourd'hui, ça survit en Anjou, fait par des traditionalistes qui préfèrent fermer plutôt que de compromettre des siècles de savoir-faire. Le picon, la boisson des ouvriers. Voici comment une boisson peut changer de vie. Le picon est né à Marseille, sous le soleil, mais il a trouvé sa vraie maison dans le nord industriel. Cette amère couleur caramel était intense, zeste d'orange, frais et séché. Amer comme tout, mais addictif. Cette couleur caramel prévenait « Attention, c'est du sérieux ». Mais le génie du picon, c'était pas sa création, c'était son adoption. Quand les ouvriers du Sud sont montés travailler dans les mines du Nord, ils ont emmené leurs habitudes. Et le picon a trouvé son âme sœur, la bière. Imaginez le café après l'équipe. Des hommes couverts de poussière, fatigués. Le barman versait la bière, puis ajoutait le picon qui la transformait en ambre. Pas besoin de parler, tout le monde comprenait. L'amertume du picon coupait la fatigue et la crasse. La bière réhydratait. Ensemble, ça créait quelque chose qui était récupération et communauté à la fois. Dans les villes minières du Nord, en Belgique, au Luxembourg, le picon bière est devenu plus qu'une boisson, du ciment social. Après des journées difficiles, les hommes se retrouvaient et ça leur redonnait leur humanité. Riches ou pauvres, chefs ou ouvriers, tout le monde au même bar, même boisson. Certaines choses étaient peut-être plus importantes que les différences. La boisson du soleil méditerranéen est devenue l'âme du Nord industriel. Preuve que les bonnes traditions vont là où on en a besoin. Aujourd'hui, le picon reste fidèle au Nord. C'est encore la boisson qui connecte les générations d'ouvriers. La Suze, le réveil des montagnes. La Suze, c'était la France sauvage en bouteille. Elle capturait l'amertume de la gentiane qui pousse dans les montagnes où les conditions sont dures. La gentiane, une plante si résistante qu'elle survit aux hivers alpins, si amère qu'elle semble immangeable. La plupart des gens voyaient une mauvaise herbe. Les créateurs de Suze ont vu du potentiel. Le processus, récolter les racines sur les flancs de montagne, les faire macérer des mois dans l'alcool. Résultat, quelque chose de doré, complexe, unique. La Suze réveillait votre palais d'un coup. Une gorgée et vous goûtiez tout plus clairement. C'était comme ajuster le contraste sur vos papilles. Dans la France d'après-guerre, la Suze était partout. L'apéritif des gens qui comprenaient que la sophistication, c'est parfois accepter l'amertume plutôt que de la fuir. Toujours frais, souvent avec un zeste de citron, jamais pressé. On sirotait, on réfléchissait, on préparait le palais pour la suite. Mais les jeunes ont préféré le whisky et la bière. La culture française de l'alcool est devenue plus internationale. L'apéritif doré, qui était partout, est devenu une curiosité. L'ironie ? Les cocktails artisanaux d'aujourd'hui cherchent exactement ce que la Suze offrait, des alcools authentiques qui racontent l'histoire de leur région. On a abandonné l'original pour des copies. La Suze existe encore, capture encore l'essence des montagnes françaises, mais c'est devenu une boisson de spécialistes. Le Lillet original. Quand la France régnait, et voici l'empereur des apéritifs français oubliés, le quina.
Lillet original, c'était pas juste un apéritif, c'était la sophistication française en bouteille. La recette originale, un chef-d'œuvre, 85% de vin de Bordeaux, puis 15% de liqueur faite avec des ingrédients du monde entier. Orange douce d'Espagne, orange amère d'Haïti, orange verte du Maroc et de Tunisie, quinquina du Pérou. C'était pas du hasard. Les créateurs du Lillet savaient que la vraie sophistication demandait de la complexité. Et la complexité demandait des ingrédients que tout le monde ne pouvait pas avoir. Le processus était méticuleux. Des mois de macération pour extraire chaque nuance, puis vieillissement en fût bordelais. Résultat, quelque chose de doré, amer, intensément sophistiqué. Dans les années 80, le quina Lillet original, c'était ce qu'on servait pour montrer la vraie classe. Pas de la consommation ordinaire, du raffinement culturel en verre. Mais voilà la tragédie. Fin des années 80, ils ont modernisé la recette. Moins de sucre, moins d'amertume, plus de fruits. Plus accessible au goût qui changeait. Le quina Lillet original, celui que James Bond commandait dans Casino Royale, celui qui représentait le summum de la culture française de l'apéritif, remplacé par quelque chose de plus commercial mais moins distinctif. Ce qu'on a aujourd'hui s'appelle encore Lillet, c'est encore bon, mais c'est pas la même boisson qui représentait la sophistication française au monde. C'est un compromis. La mort du quina Lillet original représente tout ce qui a mal tourné. On a échangé la complexité contre l'accessibilité, la tradition contre le commercial.